Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans le grand format de ce dimanche 27 novembre 2022. Comment accroître la production du poisson pour répondre efficacement à la demande et assurer l'autonomie du Bénin. En la matière, les acteurs de la filière piscicole y ont réfléchi pendant 3 jours à l'occasion des Journées nationales du poisson d'élevage du Bénin. C'était à l'Irab, dans la commune d'Abomey-Calavi. Ce dimanche, le grand format revient sur les conclusions de ces assises avec le secrétaire général de l'interprofession poisson de l'élevage du Bénin. Martial Couderin est notre invité de la semaine. Le grand format, mesdames et messieurs, vous le savez bien sans doute, c'est aussi le décryptage de l'actualité nationale. Celui qui assure l'exercice ce dimanche, c'est bien le rédacteur en chef du quotidien L'Autre Vision. Les analyses de Stéphane Arin-Rossou à suivre juste après la revue de presse hebdomadaire. C'est l'un des héritiers par genre musical du roi Stan Toron qui est notre artiste de la semaine. Sa voix, son physique et même son style vestimentaire nous rappellent le roi du Tieng System décédé en février 2019. Da Foma sera au dernier rendez-vous de ce magazine et vous aurez l'occasion de mieux le découvrir à travers ses différentes œuvres. Mesdames et messieurs, vous avez raison de nous préférer tous les dimanches pour vous informer dès qu'il sonne 13h au Bénin. Alors, si vous êtes prêts, le grand format, eh bien c'est parti. À la une de l'actualité au Bénin, célébration des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux filles et aux femmes, occasion choisie par le réseau des féministes du Bénin pour organiser son forum national. Au programme, le bilan de ces actions menées au cours de cette année et également les perspectives. On en parle dans un instant. On parlera également de cette sortie de 13 nouveaux spécialistes de la médecine naturelle ou alternative. Il s'agit des réflexologues et phytothérapeutes formés au centre de formation professionnelle à médecine douce. Ce samedi, ils ont reçu le parchemin. Images et reportages à suivre. À suivre également le point de l'ouverture des travaux du congrès EC régional qui se déroule dans la commune d'Abomey-Calavi. Des clés spirituelles pour une vie plus heureuse. C'est le thème de ce congrès qui prend fin ce dimanche. Et c'est parti pour l'aventure grand format qu'on démarre avec les infos. Le Forum national des féministes du Bénin a été organisé ce samedi à Cotonou. C'est une initiative du réseau des féministes du Bénin. L'activité qui s'inscrit dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux filles et aux femmes vise entre autres à faire le bilan des interventions du réseau au cours de cette année et également définir de nouvelles perspectives. Le point avec William Sanoussi. Les féministes du Bénin regroupés au sein d'un réseau se retrouvent pour un forum national. La rencontre s'inscrit dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux filles et aux femmes, une campagne annuelle internationale initiée depuis une trentaine d'années. L'idée de ce forum est de créer un espace pour parler de nos défis, pour parler du mouvement féministe et de la stratégie pour renforcer la synergie d'action. Parler aussi de la stratégie pour construire réellement un mouvement féministe fort et pour développer des alliances avec les différentes parties prenantes. Depuis 2020, on s'est donné le rendez-vous chaque novembre-décembre de pouvoir mener des activités ensemble. Et donc on est là pour le forum. Le forum nous sert vraiment de creuser pour faire un bilan de nos interventions au cours de l'année, de définir ensemble des stratégies nouvelles ou de confirmer d'autres stratégies et de pouvoir aussi respirer, de souffler. Parce que comme je le disais, la lutte, elle est ardue, la lutte, elle n'est pas du tout facile. Et donc on a besoin vraiment de ce genre de moments pour nous retrouver entre sœurs, entre frères également, frères alliés à la lutte féministe, afin de pouvoir se remobiliser, de se requinquer et de partir sur de bonnes bases. Les résultats obtenus depuis 2020 ne sont pas négligeables. Il y a eu la mise en place du réseau des féministes du Bénin, l'élaboration d'un plan d'action qui permet aux femmes et hommes de plusieurs organisations de la société civile de travailler ensemble pour lutter contre les violences dont sont victimes les filles et les femmes.
Aussi, c'est un creuset qui nous permet de faire des mobilisations de ressources parce que si on veut vraiment lutter contre les violences dont sont sujets les femmes, c'est qu'on a vraiment besoin de moyens. Et puis voilà, ce creuset nous permet de pouvoir mobiliser des ressources pour financer les plans d'action de notre réseau tout simplement. Et ça nous permet en termes de résultats d'avoir plus d'union entre nous, d'avoir plus de stratégie. On a besoin entre sœurs vraiment de se soutenir parce que la lutte elle est fastidieuse. Au cours du forum, une vidéo intitulée « Voix féministe du Bénin » est projetée à l'assistance. Un panel constitué de 4 féministes bien engagées est ensuite installé pour discuter du thème « Féministes d'hier et d'aujourd'hui, apprendre l'un de l'autre pour faire avancer l'égalité homme-femme ». Et pour les membres du réseau, le féminisme a tout son sens dans l'environnement dans lequel chacun évolue. Encore une fois, j'aime bien le dire, nous ne travaillons pas contre les hommes, mais nous travaillons à détruire un système, le système patriarcal, qui donne plus de privilèges aux hommes qu'aux femmes. Le féminisme, tout simplement, pour restaurer les femmes dans leurs droits. Le féminisme pour permettre aux hommes aussi de souffler, parce que les hommes, qu'ils bénéficient du système ou pas, s'ils analysent profondément, ils verront qu'ils sont aussi victimes de ce système-là. J'aime une phrase dans la salle, le droit des femmes, ce n'est pas qu'un droit humain, mais c'est également une stratégie de développement. Et donc, si nous travaillons que les femmes soient restaurées dans leurs droits, c'est parce que nous croyons fortement que les femmes peuvent vraiment contribuer au développement afin que et les hommes et les femmes dans la société puissent vraiment en profiter. Le réseau des féministes du Bénin est un creuset d'échanges et d'actions mis en place en 2020 grâce au soutien de l'ambassade des Pays-Bas au Bénin et de Engender Health. Ses membres s'engagent une fois encore à travers ce forum pour une lutte plus accrue contre les violences à l'égard du genre. Parlant toujours de la campagne 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, elle coïncide avec la célébration de la journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes. Les deux événements ont conjointement eu lieu à la place de l'Amazone à Cotonou. Les différents acteurs de la lutte pour l'émancipation de la gente féminine étaient au rendez-vous aux côtés de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance pour ensemble dire non à ce phénomène. Reportage. Non. Non, non, c'est non. Au pied de l'Amazone, les acteurs de la protection des droits des femmes dans leur ensemble disent non aux violences basées sur le genre. Nous sommes aux manifestations officielles de la Journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes. Circonstance propice aussi au lancement de la campagne 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, édition de cette année 2022, comme c'est le cas dans le monde entier. Ici, on rappelle les avancées notables du Bénin à travers l'engagement du gouvernement et le cadre normatif renforcé. La municipalité de Cotonou, je voudrais vous rassurer, est déterminée à soutenir et accompagner au niveau local tous les efforts, toutes les initiatives qui favorisent l'accès à la santé, à l'égalité des sexes. Pour éradiquer la violence sous toutes ses formes, les partenaires techniques et financiers encouragent le gouvernement à maintenir le cap des mesures déjà prises et à veiller à l'application rigoureuse de ces mesures, notamment en développant des services sociaux et en formant les travailleurs sociaux à fournir des orientations, des conseils et des services thérapeutiques aux femmes et aux enfants victimes de violences. Les acteurs étatiques au devant de la lutte appellent à plus d'action. Ils sont tous unis dans l'activisme pour l'élimination de la violence à l'égard des jeunes filles et jeunes femmes, comme le veut le thème de cette commémoration. C'est pour cette raison que je voudrais que l'édition 2022 des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre soit l'occasion pour chacun et chacune d'entre nous d'entrer en dialogue intérieur avec soi-même pour clamer d'une voix silencieuse mais audible ce qui suit. Même la plus insignifiante VBG ne passera pas par moi. Il vous revient à présent de dénoncer, de refuser la fatalité et de collaborer à la lutte sans merci pour que notre pays engage de façon définitive contre les VBG. Je ne saurais finir sans rappeler les mots d'un infatigable défenseur de la cause féminine, le président de la République, M. Patrice Talon. Je cite, « Nous combattrons les infractions liées au genre
avec autant de rigueur que nous combattons déjà la corruption et la mauvaise gouvernance dans notre pays. Les violences faites aux femmes et aux personnes vulnérables sont un fléau qu'il nous faut bannir. Fin de citation. La campagne d'activisme de 16 jours se rapproche cette année des femmes des marchés et de celles vivant dans les milieux ruraux. De la place de l'Amazone à Cotonou, on prend maintenant la direction du campus universitaire d'Abomey-Calavi. Vous allez le voir, c'est le lieu choisi par le Fonds des Nations Unies pour la population et ses partenaires pour organiser une caravane intitulée Caravane de Fati. Il s'agit d'une action de mobilisation pour l'éducation à la santé sexuelle des jeunes et la lutte contre les violences faites aux filles. Les précisions sont avec Teddy Goudalo. Une caravane suivie des arrêts à des points stratégiques du campus d'Abomey-Calavi. C'est pour la sensibilisation à la santé sexuelle des jeunes et à la lutte contre les violences faites aux filles. Elle participe aussi aux causeries organisées par les championnes et champions de l'UNFPA. Je remercie vraiment le Fonds des Nations Unies pour la population, Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et la haute autorité, le président Patrice Talon, tiennent à ce que sur nos campus, il y ait une tolérance zéro par rapport au harcèlement sexuel et par rapport aux violences basées sur le genre. Donc nous avons déjà fait beaucoup d'activités et nous continuons la sensibilisation parce qu'aujourd'hui, la répression aussi est là. Cette initiative de l'UNFPA et ses partenaires s'inscrit dans le cadre du festival de Fati initié pour faire découvrir aux jeunes les coulisses des métiers artistiques. À cet effet, des ateliers d'initiation aux arts de rue sont offerts aux jeunes d'Abomey-Calavi plusieurs semaines durant. Les jeunes sont les moteurs efficaces du changement, ça nous le savons. C'est pourquoi le Fonds des Nations Unies pour la population s'associe à eux, les aide à participer aux décisions qui les concernent et renforce leur capacité à faire progresser les droits de l'homme et les questions de développement telles que l'éducation, l'emploi, mais également la santé et les droits sexuels et reproductifs, ainsi que les droits de l'homme en général. Fati n'est qu'une marionnette qui symbolise l'ambassadrice des adolescentes du Bénin. À ses côtés, Rémi, son frère. Il représente l'image des efforts conjoints de l'UNFPA, le Royaume des Pays-Bas et le Canada pour l'éducation à la santé sexuelle et à la lutte contre les violences basées sur le genre. Autre volet de l'actualité à présent, lancement officiel de la campagne de commercialisation du soja. Les acteurs de la chaîne de production, de transformation et de commercialisation, ainsi que les autorités concernées sont retrouvés à Banté pour donner le top. Toutes les dispositions sont prises pour assurer le bon déroulement de cette campagne, a rassuré Gaston Dossoui, ministre de l'Agriculture. Le point avec Imet Hélène Amos. C'est officiel. Il est autorisé au Bénin à partir de ce 24 novembre toute activité d'achat et de vente du soja. Le prix plancher de cession est fixé à 190 francs le kilogramme. L'annonce a été faite à Banté lors du lancement de la campagne de commercialisation du produit pour la saison 2022-2023. La cérémonie a réuni autorités ministérielles, les acteurs à divers niveaux de la filière et autres invités. L'intérêt de la cérémonie de ce jour n'est plus à démontrer au regard de la tendance que donne le soja sur le marché des cultures de rente. À l'instar du coton, du cajou et du karité, le soja fait désormais partie des produits prioritaires, que dis-je, l'une des filières phares dont le gouvernement a décidé de faire la promotion à travers l'augmentation de la productivité, l'accompagnement des chaînes de valeur et l'amélioration des circuits de distribution et ses dérivés multiples. Avec une production de 36 845 tonnes cette année, le département des Collines occupe la deuxième place après le Borgou. Les efforts consentis par l'exécutif en vue de la réorganisation et de la redynamisation du secteur n'ont pas été vains. En témoigne l'accroissement de plus de 22% observé selon les statistiques des exportations du soja grain enregistrées sur la période 2021-2022. Les diverses réformes opérées ont aussi conduit à l'atteinte des résultats non moins importants. Les réformes opérées au niveau des organisations des producteurs du soja du Bénin ces derniers temps
a donné naissance à une nouvelle fêtière dénommée l'Union nationale des coopératives des producteurs du soja du Bénin. Oui, cette UNCPS a été le couronnement d'un long processus de restructuration des acteurs du maillon production. Je voudrais lancer un appel à tous mes pairs producteurs ici présents de s'engager au sein du réseau pour assurer une production de qualité et en quantité afin que nous puissions faire face à la demande sans cesse croissante du marché. Pour cette campagne ainsi lancée, les diverses transactions vont durer un peu plus de 7 mois. Les opérations se dérouleront dans les conditions et selon les normes fixées par le gouvernement. Pour la campagne 2022-2023, l'exportation du soja grain est subordonnée à un agrément préalable des sociétés et chaque cargaison devra obtenir une autorisation d'exportation. Je voudrais vous rassurer que toutes les dispositions sont prises par le ministère de l'Industrie et du Commerce pour vous faciliter la demande et l'obtention de ces documents à travers la dématérialisation du processus. De chez vous, vous pourriez faire les demandes, de chez vous, vous pourrez recevoir les documents. Je vais vous dire que les conditions cette année de commercialisation sont très favorables pour nous. Je reviens sur la vente groupée. Si vous arrivez à vendre ensemble dans votre coopérative, vous allez faire partir le soja en eau. À l'arrondissement, on sait que vous avez vendu 50 tonnes, un camion à charger. Une taxe de développement local doit être payée. Quelque chose tombe déjà pour la commune. Mais si vous laissez les opérateurs se débrouiller eux-mêmes pour collecter ici et là, on n'aurait pas ça. En plus des conseils et des orientations sur les itinéraires techniques de production, le ministre Gaston Dossoui a également mis l'accent sur les sanctions prévues pour décourager les contrevenants en cas de concurrence déloyale. Jusqu'au 30 juin 2023, tous se sont donc appelés à respecter les règles fixées pour la réussite de la campagne. Je l'ai annoncé en début de cette session d'information, 13 nouveaux spécialistes de la médecine naturelle sont désormais aptes à soigner toute personne en besoin. Il s'agit des réflexologues et phytothérapeutes en fin de cursus au centre de formation professionnelle en médecine douce. Cette 11e promotion a reçu les diplômes de fin de formation ce samedi à Cotonou. Le compte-rendu est signé William Cliquant. Des spécialistes en réflexologie phytothérapie et en phytothérapie aromathérapie, disponibles dès maintenant au profit des hôpitaux, pharmacies, laboratoires de recherche et centres de médecine naturelle. Ils sont 13 au total, dont une titulaire du diplôme de qualification et d'aptitude professionnelle et les 12 autres du diplôme supérieur. Des documents prouvant partout où ils exerceront les 2 années de formation et de compétences obtenues au centre de formation professionnelle en médecine douce. C'est ici l'occasion pour nous d'exprimer notre reconnaissance à un homme qui a eu la vision de créer un centre de formation professionnelle et en médecine douce et qui nous a permis d'avoir accès à ce trésor de santé. L'Afrique ne peut se passer de sa médecine première et tous les acteurs de la santé présents à cette cérémonie s'y accordent. Il salue le pas significatif du Bénin en la matière à travers l'adoption de la loi de février 2021 qui reconnaît la médecine traditionnelle. La médecine traditionnelle et naturelle ne sont jamais mortes. C'est d'elle qu'est née la médecine moderne. Face à ces vérités, il urge de valoriser les pratiques naturelles de soins en tant qu'approche de solution aux besoins de santé de plus en plus croissants des populations. Permettre à des jeunes d'avoir le diplôme, moi je l'appelle diplôme, sanctionnant leurs années de formation, je me dis que nous sommes en train de former un vivier pour perpétuer la médecine que je n'appelle pas traditionnelle, que je n'appelle pas médecine douce, que j'appelle médecine première. Cette loi, votée par les députés à l'Assemblée nationale, vient maintenant créer
la médecine traditionnelle qui existait de façon informelle, si on peut le dire. Cette loi permet également aux praticiens de la médecine traditionnelle de créer un ordre en leur sein. Cette 11e promotion dénommée Djidjoho est constituée de personnes de tous âges au profil professionnel antérieur varié. Le centre de formation professionnelle en médecine douce ouvre aussi ses portes aux personnes non scolarisées. Littérature maintenant pour la suite de ce journal. Un nouvel ouvrage fait son entrée dans les librairies et centres de documentation du Bénin. Réflexion sur la soutenabilité des finances de l'UEMOA. C'est le titre du livre qui a été officiellement lancé ce samedi sur le campus universitaire d'Abomey-Calavi. On va découvrir quelques pages de l'ouvrage avec Ingrid Der. Un nouveau-né dans les rayons des librairies béninoises. Son nom, Réflexion sur la soutenabilité des finances de l'UEMOA. Ayant pour auteur Mathieu Kossi Aïrihunzu, docteur en droit public, l'ouvrage est un outil d'accompagnement réalisé au profit des différents acteurs de la finance en général et ceux de l'Union économique et monétaire ouest-africaine en particulier. L'ouvrage intitulé Réflexion sur la soutenabilité des finances de l'UEMOA, paru aux éditions L'Harmattan Sénégal en avril 2022, nous offre un vrai voyage en profondeur, en hauteur et en couleur. C'est un régal intellectuel. Cet ouvrage problématise la politique de financement de l'UEMOA et les processus de recouvrement ou de mobilisation de ressources de l'Union pour en étudier la soutenabilité des finances. C'est un ouvrage d'environ 500 pages qui est présenté à cette assistance composée d'universitaires, parents, amis et collègues. Outre son contenu, soigneusement rédigé dans un français accessible au lecteur, ce livre riche en informations captive déjà rien qu'à voir sa page de garde. Organisé en 2 parties, il est réparti en 8 chapitres, dont 4 titres. Je vous encourage, et surtout les étudiants de l'École nationale d'administration, à vraiment aller sur le chemin du docteur Kossi, de mener la réflexion, de poser des problématiques qui peuvent aider les décideurs à pouvoir prendre les textes qu'il faut pour qu'on aille à une intégration réussie. Et pourquoi pas aller même à une confédération ou à une fédération, pourquoi pas. Mais c'est à vous de le décider, c'est à vous de donner la ligne de conduite aux autorités. Nous voulons que les limites qui ont été fixées à l'UEMOA en matière d'initiative de financement des projets intégrateurs soient levées pour que dans des domaines ciblés, les États transfèrent les capacités, conduire les 10 projets jusqu'à terme. Ces obstacles-là soient levés pour que désormais les organisations régionales puissent s'imposer par leur présence technique dans la vie quotidienne des États et des populations. En dehors de sa casquette de docteur en droit public, l'auteur accumule également les titres de chercheur associé au Centre d'études et de recherche sur l'administration et les finances de l'Université d'Abomey-Calavi, puis commandant des douanes. Dans le reste de l'actualité pour le compte de cette édition faite de retrouvailles des communautés Gbeno Aïko du Bénin, du Nigeria et du Togo, la 9e édition de cette rencontre festive s'est déroulée ce samedi dans le 9e arrondissement de Cotonou. Le vivre ensemble, c'est l'idéal que partagent les filles et fils de ces communautés. Le point avec Teddy Goudalo. La communauté Gbeno Aïko du Bénin, du Nigeria et du Togo en pleine célébration eucharistique. Ce rendez-vous de prière et d'adoration est un acte fort pour ces filles et fils Gbeno Aïko qui sont d'origine Setokhla. Gbeno Aïko, c'est notre accord. Ça part la Gbanakin au Togo, Djebadji, jusqu'à Gbadagri dans le Nigeria. Nous nous retrouvons chaque année. Cette fête s'est préparée depuis
depuis près d'1 an. Et nous avons voyagé, nous sommes allés au Togo, au Nigeria, on a parcouru tous les villages qui fêtent avec nous pour que tout le monde participe, pour que la fête soit belle. Le symbole de cette famille-là, c'est que c'est l'union qui fait la force. On nous dit que Benoît Iko, un seul individu ne peut pas construire la nation. Notre nation, Dieu a fait chacun différemment. Mon voisin est différent de moi, mais Dieu a donné quelque chose de particulier à chacun de nous. Il faut que c'est la mise en commun de ces forces individuelles-là qui constitue la véritable force. C'est une fête de retrouvailles qui se tient à Cotonou, au quartier Agbato, dans la 15e circonscription électorale. Elle est à sa 9e édition et se veut être un moment non seulement de réjouissance, mais aussi de partage. Patrice Alakpator, étant un riverain de la circonscription, se réclame roi et se donne pour obligation d'assister à la célébration. Je suis ici aujourd'hui, les gens se demandent si je ne suis pas à cette heure-là. Je ne suis pas à cette heure-là. Je suis un fond d'Abomey. Et ça dépend. Ma manière, mon comportement envers le milieu. Parce que moi-même, je suis habitant d'Akpakpa. Je ne suis pas loin de cette heure-là. Je suis à Segbaya Nord. Donc je suis parmi eux. Je dois vivre comme eux. Je dois être leur frère. Je suis même plus soudé avec cette heure-là, plus que leur propre frère même. Donc du coup, c'est pour cela qu'au moment où j'ai fait mon apparition sur le terrain aujourd'hui, tout le monde rôde autour de moi. Je suis leur frère. Je suis cette heure-là. Un point de trait. L'union est donc un symbole de ces retrouvailles de la communauté Benoît Iko du Bénin, du Nigeria et du Togo. En attendant la 10e édition, ses fils et filles se régalent à travers chants et danses. Et pour boucler la première partie du grand format et avant d'ouvrir le plateau invité, sachez que les travaux du congrès EC régional ont été ouverts dans la commune d'Abomey-Calavi au profit des fidèles des Kankar, des clés spirituelles pour une vie plus heureuse. C'est le thème de ce congrès qui a démarré depuis vendredi et qui va prendre fin ce dimanche. Les fidèles des Kankar retrouvent la joie à travers ce congrès EC régional de l'aventure de l'âme qui se tient du 25 au 27 novembre à Abomey-Calavi. Après 3 ans d'interruption due à la pandémie de Covid-19, il était donc temps de reprendre la voie de la liberté spirituelle ici au Palais de la Gratitude. Les congressistes sont appelés à partager leur compréhension sur le thème des clés spirituelles pour une vie plus heureuse. Nous sommes des enfants de Dieu. Chacun de nous est âme. Nous sommes des étincelles divines. Et ce que nous sommes venus apprendre ici, c'est tout simplement apprendre à recevoir et à donner de l'amour autour de nous. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons la capacité de faire face à n'importe quelle situation. Parce que nous sommes issus de la même étoffe que l'Esprit Saint, que la lumière et le son, que le EC, que nous appelons le EC, l'Esprit Saint. Nous avons en nous cette capacité innée de pouvoir faire face à tout ce qui peut être considéré comme défi. Déjà le vendredi, les fidèles ont été entretenus sur le sous-thème « L'âme existe parce que Dieu l'aime ». Des sous-thèmes tout aussi inspirants ont été débattus lors des séries d'ateliers de table ronde ainsi que des exercices spirituels EC pendant la journée du samedi. Les attentes de ce congrès EC régional de l'aventure de l'âme 2022 sont précises. Partager des clés spirituelles pour une vie plus heureuse. Les attentes de ce congrès, c'est de permettre quand même aux populations, au public de pouvoir profiter des bienfaits de Dieu. Les bienfaits de Dieu, c'est partout, que ce soit à la maison, en ville et partout ailleurs. Mais c'est qu'il faut avoir certaines dispositions naturelles et pouvoir respecter et scrupuleusement ce que les lois
de la vie nous édicte. Sur tous les visages se lit la joie des retrouvailles après 36 mois de pause. Le sentiment qui m'anime aujourd'hui, c'est une joie, c'est une grande joie. Ça a été possible grâce à l'intervention du EC, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Ce matin, le congrès n'a pas encore bien démarré, mais j'ai vu l'affluence qu'il y avait autour de la table des matériels EC. Ces matériels qui sont des matériels, lorsque vous les avez, vous êtes content de les avoir. C'est des livres EC qui contiennent les informations, les enseignements sur la lumière et le son de Dieu. Vous avez des t-shirts, des casquettes, des chansons, tout ce qu'il faut pour vous permettre d'être en contact permanent avec la lumière et le son. Dimanche, le congrès connaîtra son épilogue, un office EC de la lumière et du son, activité majeure ouverte au public, sera dit dans la matinée sur le thème Dieu réside au cœur de toute épreuve. Une causerie sur le coup de pouce du Mahanta au quotidien permettra de comprendre qu'une des ressources disponibles consiste à faire appel au Mahanta, le maître intérieur qui est toujours prêt à aider toutes les âmes à triompher des difficultés. Merci à vous, Asiongo Kanye Asiongo, pour ce reportage qui vient justement mettre un terme à la première partie du grand format. Dans la suite de notre programme, la page invitée, nous allons parler en premier lieu de la filière poisson d'élevage du Bénin. L'un des acteurs de la filière sera avec nous dans quelques instants. Il s'agit de Martial Coderin qu'on va installer juste après la pub. Êtes-vous prêts? Le plus gros bonus de tous les temps. Promotion avec des prix sympas. De nombreuses autres offres de bonus. Retrait et paiement rapide. Application facile à utiliser. Assistance 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. OneXBet vous offre plus. Utilisez le code promo pour obtenir votre plus gros bonus maintenant. Un garde qui dort jamais chez nous, vous dira-t-on. Mais ça arrive dans n'importe quelle structure de sécurité et sur n'importe quel continent. Quelle que soit la qualité de la formation ou du recrutement, l'humain présente parfois des défaillances. C'est pour pallier à cela que Benin Tracking Security, entreprise visionnaire, a inventé un nouveau concept de sécurité qui allie l'électronique à l'humain avec des outils comme le rondier qui maintient l'agent en état constant de veille et de vigilance, notre salle de contrôle unique au Bénin, le bouton panique, moyen d'alerte efficace en cas de menace et notre anti-intrusion avec lequel vos locaux deviennent des forteresses infranchissables. BTS réinvente la sécurité au Bénin. Essayez-nous, vous nous adopterez pour toujours. Benin Tracking Security, le pionnier de la sécurité moderne au Bénin. Infoline 00229 21 31 68 72 67 15 80 41. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Le développement de la pisciculture béninoise, les grands enjeux et défis de la professionnalisation des différents acteurs de la filière, c'est autour de ce thème que les acteurs du secteur ont échangé les 24, 25 et 26 novembre dernier en l'érable dans la commune d'Abomey-Calavi, des réflexions menées dans le cadre des journées nationales du poisson d'élevage du Bénin. Quels sont alors les objectifs de ces assises et à quelles conclusions les acteurs sont-ils parvenus? Nous en parlerons sur le plateau du grand format avec le secrétaire général de l'interprofession poisson d'élevage du Bénin, Monsieur Martial Coderin, bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue sur le plateau du grand format. Merci. Alors, j'ai envie de vous poser la question, comment se porte aujourd'hui la filière poisson d'élevage?
Merci beaucoup. Merci déjà pour l'honneur que vous nous faites de pouvoir passer sur cette chaîne pour parler du poisson d'élevage, parce qu'il n'est toujours pas facile pour le grand public de distinguer le poisson d'élevage des autres poissons. En gros, le poisson en général, pendant longtemps, on l'a toujours cueilli. On le pêche dans la nature, on le pêche dans les rivières, dans les lacs, mais la surexploitation de ces cours d'eau a conduit à se rendre compte qu'il était important de travailler à la maîtrise de son élevage. Et donc le poisson d'élevage est né et a commencé à faire son petit bonhomme de chemin, et c'est la seule alternative qui est durable pour répondre efficacement aux besoins réels de l'humanité en termes de protéines d'origine halieutique. Et donc, depuis 2018, il faut dire que la production mondiale de poissons est passée au-dessus de la production de poissons par la pêche. C'est-à-dire que la pêche était l'activité qui permettait de fournir le maximum de poissons à l'humanité tout entière. Mais le développement de l'aquaculture en termes de production a évolué, et depuis 2018, selon les statistiques de la FAO, le poisson d'élevage est passé au-dessus du poisson qui vient de la pêche. Quand on revient au Bénin, il faut dire que la pisciculture a été introduite au Bénin autour des années 60, c'est ce qui est documenté, mais beaucoup d'acteurs s'y sont mis, ils ont appris sur le tas, ils n'ont pas, pour la plupart, des formations spécifiques dans le domaine. C'est quand même un élevage à part et qui nécessite beaucoup de connaissances, qui a ses spécificités parce que le poisson a la particularité de vivre donc dans l'eau. Et donc pour faire un élevage dans l'eau, il y a un certain nombre de spécificités et de technologies à maîtriser. Et ce qui fait que beaucoup sont tombés au premier essai et qui essayent donc de se relever. Et aujourd'hui, le besoin en poisson du Bénin n'est pas encore comblé. Elle est comblée à peut-être 40% par la production de poissons par la pêche et par le poisson d'élevage. Mais il faut dire que depuis une dizaine d'années, il y a une dynamique intéressante au niveau donc du développement de la pisciculture au Bénin, et notamment avec les acteurs eux-mêmes. C'est-à-dire que les pisciculteurs se sont organisés il y a quelques années pour se mettre ensemble, pour se battre, pour faire en sorte que les Béninois puissent manger du poisson, du bon poisson, et non du poisson qui nous vient des importations, et on ne sait dans quelles conditions cela est transporté, cela a été conservé. Et donc quelques acteurs vaillants se battent chaque jour pour essayer de produire du poisson, du bon poisson pour les Béninois. Ce n'est pas encore la panacée. Et c'est pour cela d'ailleurs que l'interprofession poisson d'élevage est née il y a 2 ans maintenant de cela. Et cette interprofession qui réunit les pisciculteurs d'une part et les distributeurs, c'est-à-dire les commerçants, ce sont ces 2 familles qui constituent aujourd'hui l'interprofession poisson d'élevage. Et cette interprofession est née justement pour faire ce travail de plaidoyer au niveau donc de l'État et des partenaires techniques et financiers, afin que cette filière, qui est une filière phare du gouvernement, parce que on voit clairement que la pisciculture, la filière aquaculture ressort clairement dans le PAG du gouvernement. Alors, et justement, pour améliorer la santé de la filière, vous avez engagé des réflexions à travers l'organisation des journées nationales qui ont pris fin hier, samedi. Alors, quelles ont été les différentes activités menées pendant ces 3 jours? Alors, les journées nationales du poisson d'élevage, c'était des journées où on devrait pouvoir
faire connaître au grand public ce que c'est que la pisciculture. Donc il y a des panels qui ont été organisés au niveau donc de l'Institut national de la recherche agricole à Abomey-Calavi. Nous avons organisé des conférences grand public et organisé également une foire aux poissons avec donc beaucoup de poissons, avec également des équipements et du poisson transformé sous plusieurs formes et beaucoup d'acteurs aussi de la recherche, c'est-à-dire les chercheurs qui également sont là pour l'innovation, pour apporter un soutien pour la filière, ont également exposé. D'accord. Alors, est-ce que au cours de ces assises, vous avez pu poser le diagnostic des mots qui minent le développement de la filière et peut-être dans une certaine mesure faire des propositions pour améliorer la situation? Absolument. L'idée, c'était de véritablement s'accorder sur les goulots d'étranglement de la filière et globalement, il ressort que la première chose qui est intéressante aussi, c'est la motivation, la grande motivation des acteurs. Nous avons des acteurs qui sont très engagés, très motivés pour aller de l'avant. Ça, c'est d'abord un premier grand pas. Malheureusement, nous sommes aujourd'hui confrontés au problème des intrants. Les intrants, l'accessibilité aux intrants. Quand on parle d'intrants en pisciculture, on parle principalement de la nourriture que nous devons donner à ces poissons pour qu'ils grandissent normalement et également des alevins, c'est-à-dire que c'est la semence pour nous, ce sont les alevins. Et on remarque globalement que au Bénin, nous n'avons pas beaucoup d'espèces que nous élevons. C'est-à-dire que nous sommes limités pratiquement à 2 espèces de poissons, le tilapia et le clarias. Et quand on prend ces 2 espèces, il y a le clarias qui est aussi un poisson qui ne passe pas chez tout le monde. C'est-à-dire que certains ne mangent pas le poisson clarias parce que c'est tabou, parce que leur ethnie et tout ça. Donc il reste simplement qu'une seule espèce. Alors pour une filière, ce n'est pas très bien. Et aujourd'hui, il est question de travailler vraiment à la diversification des espèces aquacoles au Bénin. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est par rapport à l'accessibilité des intrants, notamment la nourriture des poissons. Beaucoup de pisciculteurs importent de l'aliment, c'est-à-dire que la nourriture qu'on va donner aux poissons est importée, vu que c'est des aliments qui doivent répondre à un certain nombre de principes, parce que c'est des aliments qui doivent aller dans l'eau, qui doivent tenir le temps que le poisson vienne le manger. Donc c'est ce qu'on appelle du granulé extrudé. Nous n'avons pas d'usine qui fabrique ce poisson localement. Il y a des efforts qui sont en train d'être faits actuellement et nous devons saluer aussi toutes ces personnes qui font des efforts dans ce sens. Nous devons travailler à véritablement mettre en place des usines de fabrique d'aliments locaux de qualité au Bénin. Alors, qu'en est-il de la question d'accès au financement? Est-ce que l'environnement est favorable au Bénin? Alors, c'est clair que la pisciculture est dans le gros lot donc, de l'agriculture et n'échappe donc pas aux problèmes, aux difficultés liées au financement. Ça fait partie également des problématiques qui freinent en fait le développement de la filière parce que pour élever du poisson, vous avez besoin d'abord d'investir beaucoup d'argent dans les infrastructures. Donc construire un bassin ou construire des cages, c'est déjà beaucoup d'argent. Après, il faut mettre les poissons et il faut les nourrir du début jusqu'à la fin. C'est aussi beaucoup d'argent. Le système de financement aujourd'hui n'est pas très facile, n'est pas accessible pour les pisciculteurs et il est question aussi que nous puissions travailler à ce qu'il y ait une certaine facilitation
d'accès au financement. Et l'interprofession, l'interprofession a élaboré un mécanisme de financement inclusif et solidaire qui devrait permettre de tisser des relations d'affaires entre les distributeurs, les producteurs d'alevins et les producteurs donc, de poissons marchands pour permettre à ce que des fonds puissent être levés également plus facilement dans les institutions. Mais ce mécanisme a besoin d'être soutenu par les partenaires techniques et financiers pour sa mise en route. D'accord. Alors, quelles sont les facilités naturelles dont dispose le Bénin pour la production du poisson d'élevage? Alors, exactement, je pense que le potentiel béninois, c'est d'abord son réseau hydrologique, parce que sans eau, vous ne pouvez pas élever du poisson. Et là, nous comprenons que la partie sud du pays est très arrosée. Nous avons des eaux douces, nous avons des eaux saumâtres, nous avons une petite côte, c'est vrai, mais tout ça, ça représente des potentialités importantes que nous devons valoriser et qui ne sont pas encore valorisées à leur juste valeur. Donc, il est question de travailler davantage à mettre en valeur ces espaces piscicultivables qui sont aujourd'hui également dans des situations d'insécurité parce qu'il est question qu'au niveau foncier, ces espaces soient sécurisés pour l'activité. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup de personnes aujourd'hui s'installent dans des marécages, dans des zones qui ne sont normalement pas destinées pour les humains. Et il est important que l'État puisse prendre les dispositions pour que ces zones qui devraient pouvoir être des zones piscicultivables où on peut installer des infrastructures, que cela puisse véritablement être sécurisé et que l'État puisse réaliser les grands investissements pour permettre à ce que les privés que nous sommes, que nous puissions opérer en toute tranquillité et avec plus de facilité pour atteindre les objectifs de production qui sont fixés quand même à 20 000 tonnes de poissons d'ici 2024. D'accord. Au niveau de l'interprofession, votre combat, c'est que le Bénin cesse d'être un gros importateur de poissons, mais plutôt un producteur. Est-ce que c'est possible, étant donné déjà que la production locale ne comble pas la demande? Bien sûr, c'est possible parce que c'est une question de volonté politique et également des acteurs. Les acteurs au niveau donc du privé sont prêts. Ils font déjà beaucoup d'efforts. Ils investissent beaucoup d'argent dans la filière, mais ils ont besoin d'être soutenus par l'État. Et l'État doit pouvoir effectivement jouer aussi sa partition. C'est vrai qu'il y a le plan national de développement de la filière qui existe, qui va certainement prendre fin d'ici là et que nous devons travailler à véritablement réviser, corriger comme cela se doit pour que cela puisse permettre de définir les grandes lignes stratégiques pour atteindre cet objectif de satisfaction des besoins, de couverture en fait des besoins au niveau national. Il est important aussi de dire que nous devons travailler à créer un fonds national de développement de la pisciculture au Bénin à travers éventuellement des taxes peut-être sur les importations de poissons qui rentrent dans le pays. On peut créer effectivement une taxe qui permettra d'alimenter un fonds qui va contribuer à faire de la recherche sur la filière et également à faire les investissements structurants dans la filière afin de permettre d'atteindre les objectifs de production. Alors, en tout cas, les réflexions vont se poursuivre. Merci beaucoup à vous, M. Martial Couderin, secrétaire général de l'interprofession poisson d'élevage du Bénin. Très bonne journée à vous. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous allons changer de sujet à présent du secteur de la pisciculture. On va parler de l'artisanat avec le président du conseil d'administration de l'ONG Club Excellence ADECO. Brice Hondy sera sur ce plateau juste après cette coup de pause. J'ai une nouvelle sensationnelle. La fête continue avec Canal+. Bon anniversaire.
En ce moment, le décodeur est à 5 000 francs dès Access. L'occasion se présente enfin à moi. Parfait pour découvrir de nouvelles séries. On va passer un très bon moment. D'accord. Que la fête commence. Tomber amoureux avec Le Bachelor. Mais j'ai un petit coup de cœur quand même. Faire le plein de grands spectacles. Qu'est-ce que vous venez de dire? Ça sera la soirée de Kinshasa. Je l'ai enfin trouvé. Ou suivre les plus grands matchs internationaux avec l'ORTB et les débriefer avec les grandes bouches. Très heureux de vous retrouver. Canal+ a 30 ans et on n'a pas fini de vous surprendre. Cette année, on va fêter comme des boss avec Néo et Allo. Jusqu'au 19 janvier 2023, venez vous équiper chez le boss de l'électroménager. Écran TV, barre de son, réfrigérateur, micro-ondes, machine à laver, climatiseur et bien d'autres. Tout pour se mettre bien et passer de belles fêtes. Rendez-vous vite dans une de nos boutiques Néo et Allo à Cotonou, Ganry, Avenue Stemez, Canguizo et Erivan. Tous les produits sont garantis jusqu'à 12 mois. Service après-vente et livraison assurée. Infoline 60 assuré 66 66. Nickel Technologie vous souhaite Joyeux Noël et bonne fête de fin d'année. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. C'est le 15 décembre 1999 qu'elle a été mise en place par un groupe de jeunes avec pour objectif de faire développer l'esprit d'entreprise et de responsabilité au sein de la jeunesse et participer au développement local. Aujourd'hui, l'ONG Club Excellence ADECO totalise 23 ans d'activité. L'une de ses actions phares, donc, c'est la célébration des acteurs de l'artisanat à travers une initiative dénommée la Nuit des Artisans. Cette année, nous y sommes encore et le président du conseil d'administration de l'ONG est avec nous sur ce plateau pour nous donner des précisions sur l'événement. Monsieur Brice, on dit bonjour. Bonjour Idrissou. Alors bienvenue sur le plateau du grand format. Merci de m'avoir reçu. Alors pourquoi est-il nécessaire pour vous de célébrer les artisans béninois? Vous savez, il est important d'abord de comprendre ce que c'est que l'artisanat. Les artisans, c'est un secteur vital de l'économie de notre pays. Ils sont docteurs dans leur domaine. Vous voyez votre studio, et ce sans l'artisanat, le studio peut être si beau. Regardez les grands bâtiments de notre pays. Est-ce que sans l'artisanat, ça peut avoir raison d'être? Et nous avons décidé, après 10 ans dans le secteur de la décentralisation, après nos tours dans les communes, où nous avons vu les artisans un peu partout, dans les rues, que c'est un secteur vital que nous avons besoin de célébrer. Les célébrer, les valoriser, les sortir de l'ornière, les mettre ensemble afin qu'ils puissent savoir qu'ils sont quelque chose dans ce pays. Alors, au cours de la nuit, comment et de quelle façon sont-ils célébrés? Bon, depuis mai, il y a des équipes sur le terrain qui font un travail pour que nous puissions sortir les meilleurs artisans. Parce que vous voyez, les vrais artisans ne sont pas ceux qui font des panneaux publicitaires, ceux qui sont installés au bord des rues, non. Les vrais artisans sont ceux qui sont dans l'ombre, mais qui travaillent là. Alors, à peu près combien d'artisans sont attendus au cours de la célébration? Au cours de la célébration, nous attendons près de 700 artisans. Venus de partout, les départements, les communes et les arrondissements du Bénin. Il y aura le Togo, qui sera représenté, la Côte d'Ivoire, le Mali et le Niger, qui seront cette fois-ci présents au Bénin. Les artisans, comment sont-ils identifiés? Est-ce qu'il y a des critères de participation à l'événement? Les critères de participation à l'événement, vous savez, ça fait 8 ans de la Nuit de l'artisanat que nous organisons. Nous avons mis un prix forfaitaire pour les artisans quand tu es solo, 10 000.
Mais quand tu es couple, pourquoi nous avons mis le couple à 15 000? Tu es un artisan, tu as travaillé pendant une année. Il faut te réjouir avec ton époux ou ton épouse. Là, même si ton époux n'est pas artisan ou ton épouse n'est pas artisan, tu dois le faire sortir et vous allez vous réjouir ensemble. C'est-à-dire, ça prolonge les jours de notre vie, la réjouissance. D'accord. Et en prélude, donc, justement, à cette nuit des artisans, vous organisez une grande foire artisanale. Pourquoi? Bon, une grande foire artisanale, c'est la première. Vous savez, l'objectif de l'ONG ADECO à travers sa plateforme de communication du réseau des artisans, c'est de sortir les artisans de l'ornière, les valoriser sur le plan national et international. Nous avons vu, et pendant cette année passée, Covid, on avait lancé la foire artisanale l'année passée, mais Covid nous a empêchés. Mais cette année, nous avons dit, nous allons commencer quelque chose. Parce que nous préparons quelque chose. Pour les 1 quart de siècle d'ADECO, nous préparons un grand événement qui va réunir tous les pays de l'Afrique au Bénin. Mais si les artisans du pays, nous ne les mettons pas au pas, si les autres viennent, ils vont nous raviser la vedette. Je suis béninois. Donc c'est pour ça que nous voulons organiser la première fois la foire et mettre en compétition les artisans des arrondissements, les artisans des communes, afin de pouvoir sortir le meilleur artisan de la foire et le meilleur artisan de notre défilé de mode esthétique et coiffure. Nous l'avons dénommé défilé de mode multiples couleurs. Parce qu'il y a 3 corps de métier qui seront en compétition. Sur un seul mannequin, vous allez voir la mode, vous allez voir la coiffure et l'esthétique. Et c'est les artisans de Cotonou, d'Abomey, de toutes nos communes du Bénin qui seront à cette compétition du défilé de mode esthétique et coiffure. Alors, 23 ans déjà que l'ONG Club Excellence ADECO a été créé pour accompagner la valorisation et la professionnalisation des artisans. Aujourd'hui, quel bilan peut-on faire? D'abord, nous rendons grâce à Dieu pour le parcours que nous avons fait dans le secteur de l'artisanat. Mais je peux vous rappeler, il y a 23 ans, nous n'avons pas commencé par l'artisanat. L'ONG, comme vous l'avez dit à l'entame, quand nous l'avons créé, c'était des jeunes. Nous passons dans les collèges pour donner les formations en renforcement de capacité aux élèves qui vont à l'examen BPC au bac dans les matières littéraires scientifiques. C'est comme ça que nous avons commencé. Après, nous avons commencé par organiser les formations en renforcement de capacité. Après, nous avons pris le secteur de la décentralisation à partir de 2002, où nous avons véritablement travaillé dans les communes. Nous avons créé des sites web. Nous avons aidé beaucoup d'élus de 2003 à pouvoir créer des sites web, à pouvoir toucher à l'outil informatique. Parce que 2003, vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup d'élus ne savent même pas utiliser l'outil informatique. Or, si vous ne savez pas utiliser l'outil informatique, vous ne pouvez pas chercher un partenaire. C'est de là, nous sommes rentrés dans le secteur de la décentralisation où nous avons véritablement accompagné. Mais c'est chemin faisant qu'en 2012, à notre conseil d'administration, nous avons décidé de prendre d'assaut le secteur de l'artisanat, un secteur vital de l'économie du monde entier, de l'Afrique et du Bénin en particulier. Alors, quel a été l'impact de vos différentes actions sur le développement du secteur aujourd'hui? L'impact... Est-ce que vous avez l'impression que ça a changé quelque chose? Ça a changé quelque chose. Je peux vous rassurer et je bénis Dieu que nous sommes venus dans le secteur de l'artisanat. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que c'est ADECO qui a commencé par parler de l'artisanat à la télé avec des battages pour dire l'artisanat ne doit plus être échelle pour des gens, pour monter là-dessus, pour accéder à un poste et les abandonner. C'est nous qui avons commencé par sensibiliser les artisans à leur dire vous êtes docteurs dans vos domaines respectifs. Je pense que ce que nous avons fait dans le secteur de l'artisanat depuis 10 ans, ça a porté ses fruits. Et nous sommes heureux. Le conseil d'administration de l'ONG ADECO est vraiment heureux d'avoir pris d'assaut le secteur de l'artisanat et de véritablement l'accompagner. Si aujourd'hui vous voyez des gens veulent faire copier-coller de ce que ADECO fait, c'est parce qu'ils nous ont vus à l'œuvre. Ils ont vu que nous avons mis vraiment la communication qu'il faut et nous avons dit aux artisans, vous voyez, de temps en temps, nous envoyons les artisans sur vos plateaux, que ce soit même à l'ORTB, à Canal, ainsi de suite, pour pouvoir les communiquer. Parce que vous ne pouvez pas être artisan, vous savez faire quelque chose, et vous allez rester dans les 4 murs, et les gens vont vous connaître. La nuit, l'objectif de la nuit, c'est le brassage. L'artisan de Cotonou peut connaître l'artisan du Nord. Ils viendront avec leur carte de visite, ils vont s'échanger les cartes de visite. Le client de la coiffeuse peut être le client du couturier. Le client du couturier peut être le client du caroleur. Le client du caroleur peut être le client d'un électricien. Parce qu'ils ne sont pas dans les mêmes domaines d'activité. Donc c'est
un peu l'objectif de la nuit des artisans. Alors, 23 ans d'activité, quelles ont été les difficultés auxquelles vous avez été confrontés? Bon, s'il y en a eu, bien sûr. Non, les difficultés sont énormes. Vous savez, là où nous avons pu nous différencier, vous savez, quand on crée l'ONG, surtout quand nous étions jeunes, même jusqu'à maintenant, les gens pensent, surtout quand vous envoyez les lettres de sponsoring, les lettres d'accompagnement, les gens pensent que vous êtes en train de quémander. Il y a un ministère, vous avez votre ministère de tutelle qui sans doute donc, vous soutient. Bon, le ministère de tutelle, je peux vous dire, depuis que nous sommes dans le secteur de l'artisanat depuis 10 ans, ne nous a jamais accompagnés. Ni techniquement, ni financièrement. Nous envoyons tout le temps de courriers pour les informer, pour demander leur accompagnement technique et financier. Nous demandons tout le temps. Je pense et je crois aujourd'hui à la chambre qui est installée que véritablement nous pouvons travailler. Mais le ministre Modeste Kérékou, nous échangeons. Je pense peut-être qu'ils n'ont pas de rubrique pour notre accompagnement. Sinon, je prends par exemple cette nuit, la 8e édition, nous avons envoyé un courrier au ministère. Nous avons envoyé également de courrier à la nouvelle chambre pour leur dire que nous avons besoin de leur appui technique et financier et leur présence à nos côtés. Parce que nous travaillons afin que l'artisanat soit un. Et si l'artisanat doit être un, nous devons travailler en symbiose, dans la concorde et dans l'harmonie. Alors justement, quelles sont les perspectives pour votre ONG qui célèbre déjà 23 ans d'activité? Donc, comme je le disais tantôt, vous voyez les perspectives, d'abord parlons, on n'a pas fini les difficultés quand vous avez coupé. Les difficultés, il y en a sans doute. Donc, c'est pour dire aux partenaires techniques et financiers, l'ONG ADECO a pu s'imposer, a pu quand même prouver de quoi il est capable. Donc, il faudrait véritablement qu'il puisse nous accompagner pour réussir cette 8e édition. Je voudrais profiter et remercier le maire de Cotonou, qui véritablement, quand il a reçu notre courrier, il m'a reçu aussitôt. C'est grâce à la mairie de Cotonou, grâce au leadership du président Lucas Tropo, président de l'ANCB, que nous sommes en train de réussir la première fois, cette fois que nous voulons organiser à la place de l'Étoile Rouge. Donc je tire un chapeau au conseil municipal de Cotonou, à sa tête le président Luc Setondiatro. Alors parlant justement de la première mandature de la Chambre des métiers qui a été installée il y a quelques jours. Alors à votre avis, quels sont les chantiers prioritaires pour cette Chambre? Cette Chambre, le chantier prioritaire pour moi, c'est de mettre l'artisanat au travail. En quoi faisant? En les mettant dans leur rôle. Il y a beaucoup d'artisans qui n'ont pas d'atelier aujourd'hui, qui se font appeler artisans. Vous ne pouvez pas travailler là et vous allez sembler vous appeler artisan. Moi, par exemple, qui suis ici, beaucoup de gens me posent la question si je suis artisan. Je suis dans la communication, production audiovisuelle. Je ne suis pas un artisan. Mais je ne m'appelle pas artisan. Je suis partenaire technique du secteur de l'artisanat. Il faut que la Chambre travaille à mettre l'artisanat au travail et à l'unité. Mais sans l'unité, nous ne pouvons pas réussir ou accompagner véritablement les réformes du chef de l'État. Le chef de l'État a beaucoup de projets pour l'artisanat. Mais si sans l'unité, si c'est la division que nous constatons de part et d'autre, parce que les élections ont repris encore dans les arrondissements et autres, les collectifs et autres, les divisions que nous constatons, si c'est dans ça, nous voulons réussir le secteur de l'artisanat, nous nous trompons. Je voudrais dire au ministre Modeste Kérékou qu'il a fait un travail remarquable pour que la Chambre puisse être là. Je lui tire un chapeau, il a été patient, malgré les injures des artisans, malgré tout ce qu'on a dit de lui, il s'est mis à la hauteur et il a pu aller jusqu'au bout et a conduit la BAC. Et aujourd'hui, nous avons une Chambre. Je lui tire chapeau et je lui dis merci au nom des artisans. Alors, votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est de demander à tous les artisans, tous corps de métier confondus, de pouvoir prendre leur stand pour être et à la fois qui démarre le 4 à la place de l'Étoile Rouge. Également, aux artisans des arrondissements et communes d'être également au défilé qui mettra en compétition les artisans des 3 corps de métier que je viens de citer, la mode, esthétique et coiffure. Et également, je voudrais dire, la nuit, c'est leur nuit. C'est la nuit des artisans, c'est pour célébrer. Je voudrais vous dire, cette année par exemple, le Togo, la plateforme est installée au Togo, nous voulons décorer un acteur de la décentralisation du Togo, le maire Aboka, le maire de Golfe 5, qui véritablement accompagne cette vision depuis 4 ans que nous sommes venus, nous sommes allés au Togo et nous avons installé la plateforme. Donc il sera décoré, il viendra à Cotonou avec son équipe, il sera décoré. Donc je voudrais dire aux acteurs et béninois, aux chefs d'entreprise, l'artisanat c'est un secteur vital de l'économie et nous avons besoin de les accompagner afin de véritablement accompagner les réformes. Le gouvernement ne peut pas tout faire. Nous pouvons véritablement nous mettre ensemble pour sortir ce secteur vital de l'ornière. D'accord.
Merci à vous, M. Brice Rondi, président du conseil d'administration de l'ONG Club Excellence ADECO et promoteur de la plateforme de communication du réseau des artisans du Bénin. Très bonne journée à vous. Merci, Idriss. Merci. Mesdames et messieurs, nous allons rester encore dans le même secteur avec un autre invité, Yvon Dédégbé, vient nous parler du salon de l'innovation des produits de l'artisanat et du tourisme de Ouida. On va l'installer avec ceci. Êtes-vous prêts? Le plus gros bonus de tous les temps. Promotion avec des prix sympas. De nombreuses autres offres de bonus. Retrait et paiement rapide. Application facile à utiliser. Assistance 24h/24 et 7 jours sur 7. OneXBet vous offre plus. Utilisez le code promo pour obtenir votre plus gros bonus maintenant. Un garde qui dort jamais chez nous, vous dira-t-on. Mais ça arrive dans n'importe quelle structure de sécurité et sur n'importe quel continent. Quelle que soit la qualité de la formation ou du recrutement, l'humain présente parfois des défaillances. C'est pour pallier à cela que Benin Tracking Security, entreprise visionnaire, a inventé un nouveau concept de sécurité qui allie l'électronique à l'humain. Avec des outils comme le rondier qui maintient l'agent en état constant de veille et de vigilance, notre salle de contrôle unique au Bénin, le bouton panique, moyen d'alerte efficace en cas de menace et notre anti-intrusion avec lequel vos locaux deviennent des forteresses infranchissables. BTS réinvente la sécurité au Bénin. Essayez-nous, vous nous adopterez pour toujours. Benin Tracking Security, le pionnier de la sécurité moderne au Bénin. Infoline 00229 21 31 68 72 67 15 80 41. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Et voilà, nous sommes de retour sur le plateau du grand format pour la suite de notre aventure. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de nous suivre en direct à travers votre smartphone sur le www.canal3television.com. Monsieur Yvon Dédégbé, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, vous êtes le directeur du projet de promotion, de développement et digitalisation de l'artisanat et du tourisme en Afrique, président du comité d'organisation du Salon de l'innovation des produits de l'artisanat et du tourisme de Ouida. Bienvenue sur le plateau du grand format. Merci. Alors, avant de parler du CIPAT Ouida, présentez-nous le projet ProData. C'est quoi? Merci, je remercie vos téléspectateurs. Le projet ProData, c'est le projet de promotion, de développement et de digitalisation des activités de l'artisanat et du tourisme en Afrique. Le projet a pour objectif de promouvoir le secteur de l'artisanat, de promouvoir le secteur du tourisme, de mener des actions de développement des deux secteurs et de digitaliser les deux secteurs. Vous savez, nous sommes à l'ère du numérique. Et aujourd'hui, il faut que le numérique soit dans tous les secteurs. Et au Bénin, le secteur de l'artisanat et du tourisme ne sont pas encore, les deux secteurs ne sont pas encore digitalisés à la dimension de pouvoir participer aux défis que le secteur doit relever pour pouvoir participer au développement national, régional et international. Et déjà, quelles sont les actions qui ont été menées dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet? Dans le programme d'activité de ProData, nous avons l'organisation d'un salon, qu'est le CIPAT Ouida. Le CIPAT Ouida, c'est le salon de l'innovation des produits de l'artisanat et du tourisme de Ouida.
vous allez nous demander pourquoi nous avons choisi WIDA pour ce premier salon. Le projet ProData, dans son programme d'activité, a retenu qu'il y ait un salon qui se déroule au niveau d'une commune. Et c'est fort heureusement la commune de Ouidah qui a été choisie pour abriter ce premier salon. En quoi consiste le salon? Oui, allez-y. Le salon qui s'intitule Salon de l'innovation des produits de l'artisanat et du tourisme de Ouidah a pour objectif de permettre à la commune de Ouidah, aux autorités communales de Ouidah, d'apprécier et de pouvoir mettre en valeur les richesses artistiques, artisanales et touristiques que produisent les artisans de Ouidah. D'accord. Alors le salon va s'ouvrir mardi prochain. Quelles sont les activités inscrites au programme? Le salon va s'ouvrir le mardi prochain, le mardi 29 novembre 2022, à partir de 8 h, les activités vont commencer. Nous avons, dans la matinée à 10 h, la matinée du 29 à 10 h, nous avons une carnaval. Cette carnaval va se dérouler dans la ville de Ouidah. Nous ferons le tour de ville de Ouidah avec les artisans. Ils seront plus de 1000 de tous bords, que ce soit des vanniers, que ce soit des tisserands, que ce soit les couturiers, les coiffeuses, les esthéticiens, etc. Tous les corps de métier sont représentés au niveau de la ville de Ouidah. Donc, nous ferons ce tour de ville avec les artisans. Et dans l'après-midi, nous aurons l'inauguration officielle du salon. Et cette inauguration se fera par les autorités communales et les autorités de la Chambre des métiers du Bénin. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut découvrir en participant à ce salon? Qu'est-ce qui est exposé? Au cours de ce salon, vous pouvez voir beaucoup de choses. D'abord, tous les produits fabriqués par les artisans de Ouidah seront exposés. Donc, il y a une diversité de produits. Il y a une richesse artisanale que tout visiteur arrivé sur ce salon qui se déroule au niveau de l'esplanade du Fort français de Ouidah, tout visiteur qui arrive là pourra découvrir les richesses artisanales et touristiques de Ouidah. Et pendant le salon, nous aurons d'autres activités. Il y aura des rencontres entre artisans, il y aura des ateliers au cours du même salon, et nous aurons aussi le samedi 3 décembre 2022 un défilé de mode. Ce défilé de mode sera organisé par les artisans eux-mêmes pour pouvoir montrer un peu ce qu'ils savent faire au niveau de l'artisanat de Ouidah. D'accord. Et quel sera l'impact économique sur la commune de Ouidah qui abrite l'événement? Avant de parler de l'impact économique, permettez-nous de dire que nous aurons une activité phare que le projet ProData va lancer. Il s'agit de la plateforme digitale. Cette plateforme sera lancée pendant la cérémonie d'ouverture du salon. Cette plateforme a pour adresse smartartisan.bj. Par rapport à l'impact que le salon pourrait avoir sur la ville de Ouidah, vous n'êtes pas sans savoir que les artisans constituent la souche la plus importante de l'économie locale. Donc, l'organisation que met en place ProData permettra à la commune non seulement d'avoir un répertoire digitalisé de tous les artisans de Ouidah, ça veut dire que la commune pourra cerner les acteurs de l'économie nationale
concernant les secteurs de l'artisanat et du tourisme. Ensuite, la mairie pourra aussi prévoir un plan d'accompagnement pour ces artisans parce que nous les aurions déjà, ils sont déjà organisés, mais nous les aurions déjà mieux organisés et les mettre dans un répertoire qui permet à chaque artisan de pouvoir contacter son confrère, son consoeur à travers ce répertoire-là. D'accord. On va finir avec votre message à l'endroit des artisans donc, qui sont invités à Ouida à partir de mardi prochain. Nous voulons remercier d'abord très sincèrement le maire de la ville qui nous a accompagnés dans ce projet. Nous voulons remercier tous les acteurs du secteur de l'artisanat qui nous soutiennent dans ce projet. Nous voulons aussi dire un grand merci au président de la Chambre de métiers du Bénin. Pour notre appel à lancer, nous voulons inviter tous les artisans de la ville de Ouida à sortir massivement pour participer à cette fête de l'artisanat et du tourisme qui va se dérouler à Ouida du 29 novembre au 4 décembre 2022. Nous voulons aussi inviter tous les acteurs des deux secteurs à venir visiter massivement ce salon qui donnera le premier déclic du développement du secteur de l'artisanat et du tourisme dans la ville de Ouida. Merci beaucoup à vous, Monsieur Yvon Dédégbé, directeur du projet de promotion, de développement et digitalisation de l'artisanat et du tourisme en Afrique et président du comité d'organisation du Salon de l'innovation des produits de l'artisanat et du tourisme de Ouida. Bonne journée à vous. Merci. Mesdames et messieurs, c'est le moment donc de voir comment est-ce que les rédactions de la presse écrite ont traité les informations au cours de cette semaine qui s'achève. C'est dans la revue de presse hebdomadaire de Ashiomokani à Xiongbo, comme tous les dimanches. Et derrière, c'est le décryptage de l'actualité nationale avec l'invité média. Stéphane Ahidrossou est le rédacteur en chef du quotidien L'Autre Vision. Revue Abdou. À toutes et à tous, bonjour. Dans sa parution du vendredi, Fraternité voit l'UPR et le BR en pôle position dans le cadre des législatives du 8 janvier. Le journal estime qu'au fur et à mesure que s'approche l'échéance du 8 janvier 2023, les appétits s'expriment de même que les pronostics les plus optimistes, voire risqués pour certains. Une analyse froide et réaliste tend tout de même à accréditer que le BR et l'UP Le Renouveau ont un avantage certain sur les autres partis politiques en lice, alors que l'on pourrait croire que la participation des démocrates aux élections législatives de janvier prochain pourrait nuire aux partis soutenant les actions du chef de l'État. Une analyse minutieuse du paysage politique vient pondérer cette crainte et c'est plutôt vers une confirmation de l'ancrage de ces deux partis dans le tissu politique que l'on tend. L'analyse de Visa Info porte sur les forces et faiblesses des partis en présence et le journal prévient déjà que la bataille pour la 9e législature s'annonce âpre et palpitante. Après moult transactions et pressions, presque tous les partis politiques éligibles seront sur la ligne de départ, de l'UP Le Renouveau à l'UDBN en passant par le BR, le MPL, les FCBE, le MOEL Bénin et les démocrates. Le jeu reste ouvert pour un scrutin indécis. Ainsi, on note les super favoris, les outsiders et les faire-valoir. Les observateurs de la scène politique nationale qui ont été plus que surpris désagréablement de la liste des candidats du parti Les Démocrates inspire Le Soleil Bénin Info qui souligne qu'à y voir de plus près, on s'aperçoit que l'élément annoncé est arrivé avec les deux pieds cassés. Dans presque toutes les circonscriptions électorales, les joueurs positionnés sont loin de faire l'unanimité. Chez les populations à côté, le pouvoir de la rupture a aligné des joueurs de grande classe et habitués à la compétition. Et puis,
L'événement précis parle du BR et écrit qu'à la suite de l'obtention du récépissé définitif de participation du Bloc républicain au scrutin législatif du 8 janvier 2023, les candidats titulaires et suppléants inscrits sur la liste du parti ont été investis et renvoyés dans leur mission. C'est le secrétaire général national du parti Abdoulaye Biotchane qui a présidé la cérémonie d'investiture de ces 218 candidats le samedi 19 novembre 2022 au Palais des Congrès de Cotonou. Selon le journal, le BR actionne sa tactique de combat. Pour Bénin Intelligent, sont investis. Cette cérémonie, selon le secrétaire exécutif national du parti Abdoulaye Biotchane, s'inscrit dans la droite ligne des formalités internes prévues par les statuts du parti. Abdoulaye Biotchane est revenu dans son discours prononcé à l'occasion sur le prochain défi à relever après avoir réussi l'étape de la validation des candidatures. Notre objectif désormais, dira-t-il, est celui de la victoire finale, celle qui érigera le bloc républicain au rang du parti majoritaire à l'Assemblée nationale au terme du scrutin du 8 janvier 2023. Pendant ce temps, renseigne l'autre vision, le bureau exécutif national du parti Force Cori pour un Bénin émergent a tenu sa session ordinaire le samedi 19 novembre à Nati Tengou. Cette session a été l'occasion pour Paul Humpé de réaffirmer les ambitions de sa formation pour les prochaines élections législatives. Le secrétaire exécutif national et ses camarades se sont inscrits dans une stratégie de fourmi. Ils n'entendent rien laisser au hasard, a déclaré le chef de file de l'opposition et secrétaire exécutif national de la FCBE à l'ouverture de la session. Il se tenait au Ghana le sommet de l'initiative Africa et tel que le rapporte Bénin Intelligent, les chefs d'État réunis à la conférence internationale autour de l'initiative d'Accra en ont fait un impératif. Le président de la République, Patrice Talon, y a pris part. Cette rencontre qui a réuni 7 pays de l'Afrique de l'Ouest, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Mali et le Niger, a été spécialement élargie à l'Union européenne, à la Grande-Bretagne et a enregistré la présence du Nigeria comme observateur. Le matinal précise que l'initiative d'Accra vise à lutter contre l'insécurité et l'extrémisme violent. Il s'agit d'une réponse concertée à la menace terroriste. Pour Fraternité, ce forum sécuritaire a aujourd'hui une triple mission. Le partage de renseignements, la formation des personnels ainsi que la mise sur pied d'opérations militaires conjointes transfrontalières. Des opérations qui ne sont pas directement dirigées contre les groupes djihadistes, mais contre leur chaîne d'approvisionnement et de financement. Or, à en croire plusieurs spécialistes, parmi les hypothèses sur la table, il y aurait celle de créer une force conjointe. On notera d'ailleurs, poursuit le journal, que l'initiative s'est récemment dotée non seulement d'un secrétariat exécutif à Accra, mais aussi d'un état-major basé à Tamale, dans le nord du Ghana. Merci d'avoir suivi la revue de presse hebdomadaire. C'était à l'instant la revue de presse hebdomadaire signée Assurmo Kayi Assurmo que nous allons retrouver dimanche prochain. Mais en attendant, nous allons passer en revue les grands sujets qui ont fait la une de l'actualité cette semaine. Celui qui a su l'exercice ce dimanche, c'est bien le rédacteur en chef du quotidien, L'autre Vision, Stéphane Ahin-Rossou. Bonjour. Bonjour. Alors merci d'être avec nous. Le 8 janvier 2023, c'est dans un peu plus d'un mois et les choses se précisent déjà. 7 partis politiques sont dans la course et vont à la conquête des sièges à l'Assemblée nationale. Alors, est-ce que cette fois-ci, on aura droit à une vraie compétition électorale? Oui, on peut déjà se le dire au regard de la configuration des différents partis politiques qui sont en liste pour ces élections législatives. On a déjà en face
3 partis de la mouvance présidentielle, et 4 partis de la mouvance présidentielle et 3 partis de l'opposition. Donc c'est déjà heureux, et il faut féliciter tous les acteurs politiques qui ont pu se mettre ensemble, n'est-ce pas, trouver le consensus nécessaire pour que nous ayons droit à des élections démocratiques. D'accord. Il a fallu l'intervention de la Cour constitutionnelle pour repêcher les démocrates. Est-ce que, avec cette décision, les calculs, les pronostics politiques seront bouleversés? Oui, à ce niveau, il faut déjà féliciter les responsables du parti, les démocrates, oui, qui, après que leur liste ait eu quelques difficultés au niveau de la Sénat, en légaliste, se sont référés à la Cour constitutionnelle. Ça veut dire que, quel que soit ce que l'on dit, ils restent confiants à la Cour constitutionnelle. Et la décision prise par la Cour constitutionnelle vient les conforter dans leur position et montre qu'au-delà des débats, au-delà des divergences, la démocratie béninoise est quand même en marche. Et il faut féliciter les acteurs de la Cour constitutionnelle. Maintenant que les démocrates sont dans la course, c'est vrai que ça va bouleverser un peu les choses, puisqu'on ne va pas assister au schéma auquel nous avons assisté il y a quelques années. Ouais. Donc les données vont certainement changer sur le terrain. Les partis de la mouvance présidentielle qu'on a par le passé traité de partis siamois ne sont plus forcément, quand on voit leur discours, ne sont plus en de bons termes. Donc je pense que cette fissure-là offre une certaine possibilité aux partis, les démocrates et aux autres partis de l'opposition. Donc il va leur falloir se mettre sur le terrain avec le discours qu'il faut, et je crois que rien n'est joué d'avance cette fois. Justement, le parti Les Démocrates qui a dévoilé sa liste de candidatures et qui suscite beaucoup de commentaires, de polémiques. Quelle lecture faites-vous de cette liste, vous? Oui, c'est vrai qu'au niveau de certaines circonscriptions électorales, les gens l'euphorie que le fait qu'on ait repêché la liste des démocrates, l'euphorie que ça a suscité a connu un certain bémol du fait que certaines figures qui avaient été pressenties sur des positions au niveau de certaines circonscriptions électorales, là, on ne les a pas retrouvées. On parle de Guy Mitopé, on parle de Claude Djankaki, on parle de Nouroudine Sekassali. Tout à fait. Quand on positionne quelqu'un comme Guy Mitopé, moi je pense qu'à Cotonou, ça va faire l'effet que ça doit faire. Maintenant qu'ils ne sont pas là, certainement que les responsables du parti ont su analyser tous les contours avant de pouvoir faire ces choix. Toujours est-il que ceux qui sont choisis, le parti a confiance en eux. On va voir si les doutes et les craintes exprimées par certains acteurs ou une certaine frange de la population, si ces craintes sont justifiées, et les responsables pourront, à l'aune de ces résultats, revoir leur position. D'accord. Et la question que l'on se pose, c'est que est-ce que les démocrates peuvent compter sur leur président d'honneur, le président Boni Yayi, pendant la campagne? Oui, cela devrait aller de soi. C'est le président Boni Yayi est le président d'honneur du parti. Donc c'est donc normal qu'à l'occasion de ces élections, les candidats puissent compter sur lui. Maintenant que on sait que il ne s'est pas souvent affiché. Il ne s'est pas souvent affiché. Maintenant que l'enjeu est de taille, est-ce qu'il va le faire? Ça reste un suspense. Maintenant, est-ce que les démocrates ne vont pas utiliser, n'est-ce pas, donc son image pour pouvoir aller en campagne? Est-ce que cela n'aura pas de rôle? Toujours est-il que le chef, que Boni Yayi lui-même se mette dans la danse, ou que les démocrates utilisent son image, ça va faire effet. Ce qui est sûr, dans l'imaginaire collectif, les gens se disent que c'est le parti du président. Et donc, psychologiquement, ça aura son effet. Mais ça aurait été bien si lui-même se mettait dans la danse. D'accord. Alors, d'un autre côté, nous avons Mouel Bénin, UDBN et MPL qui sont également dans la course. Est-ce qu'on peut espérer une meilleure performance donc, à leur niveau? Oui, absolument. Pourquoi pas? Quand nous prenons un parti comme l'UDBN,
Ce n'est quand même pas... Il n'est pas... un parti habitué. C'est un parti habitué. Et ce parti a réussi à avoir quand même un député à l'Assemblée nationale. Donc moi, je pense qu'on peut compter sur ce parti. Surtout que celle qui porte ce parti a une certaine aura politique qui pourra faire porter loin cette ambition de ce parti politique. Quand vous prenez un parti comme MPL, on aura tort de croire que c'est un petit parti, parce que ce parti a réussi à constituer son dossier. Il a réussi à avoir les cursus fiscaux. Tout ça, et à avoir tous les candidats sur l'ensemble du territoire national. Donc ce n'est plus un petit parti. Et quand vous prenez l'ancien maire de Glazoué, qui a réussi à se faire positionner sur cette liste, ce qui est sûr, ça va. Quand on connaît la popularité de cet homme-là, ça va faire bouger les lignes. Donc, ceux qui vont se mettre dans la posture de dire que c'est un petit parti, ils risquent de se tromper. Moi, le Bénin, même chose. Donc, en fait, rien n'est joué à l'avance. Ce qui est sûr, ces partis-là auront leur mot à dire sur le terrain. Tout dépendra. Le jeu est ouvert. Le jeu est ouvert et tout dépendra du discours que chacun de ces partis tiendra devant les électeurs au moment opportun. Alors, pendant ce temps, Candide Azanaï, dont le parti est en passe donc, de perdre donc, son statut juridique, devient de plus en plus actif donc, ces derniers temps. Et pour reprendre cette manchette de Matin Libre, à qui profite la contre-campagne d'Azanaï? Oui, avant de répondre d'apporter une tentative de réponse à cette grosse question qui est quand même pertinente, il faut dire que Candide Azanaï est un personnage politique atypique. Et on le connaît pour ses prises de position, pour ses envolées, pour ses sauts d'humeur politiques. On le connaît. Il est dans son registre. Ce n'est pas nouveau. Il a tenu plusieurs discours à telle enseigne qu'on peut dire que c'est du déjà entendu. Et ça, c'est comme de l'eau versée sur le dos du canard. Ça ne dit rien à personne. C'est un disque rayé, en fait. C'est un disque rayé. Donc moi, je pense que ça ne devrait profiter à personne, ce discours, cette contre-campagne, ça ne devrait profiter à personne. Ce qui est le plus important, tous les partis politiques qui sont en lice, qu'ils soient de la mouvance ou de l'opposition, ils doivent pouvoir aller à la rencontre des électeurs. Ce n'est pas Candide Azanaï qui fixe dans la conscience des électeurs ce qu'ils doivent faire. Le choix. Non, donc il fait son discours, on est sur le terrain politique, eux aussi ils vont sur le terrain, ils vont parler et il reviendra maintenant aux électeurs de faire le choix. Donc, finalement, on se dit, il est de la mouvance de l'opposition centriste. Non, c'est un mythe qu'il a voulu faire autour de son personnage. Aujourd'hui, si nous disons qu'il est de la mouvance et qu'il fait le jeu de la mouvance en faisant une tentative de distraction de l'opposition, ça ne tiendra pas. J'ai lu un certain confrère qui disait qu'il a souvent des invectives contre le gouvernement, mais il n'a jamais été inquiété. Est-ce qu'il n'y a pas connivence? Je ne vois pas quel ami sérieux voudrait que tout le temps son second ami vienne sur la place publique et l'insulter. Donc je pense que objectivement on ne peut pas soutenir cette thèse. Il est dans son jeu, il est le seul à savoir pourquoi il le fait. C'est pourquoi j'ai souvent l'habitude de dire que la position de Guy Mitopé est quand même une bonne position, puisque cela blesse la morale politique quand on voit que tu as presque élevé politiquement quelqu'un qui a choisi, compte tenu de ses convictions politiques, décidé de faire un pas et que tu te mettes à le vilipender. Ça porte atteinte à une certaine morale politique. Tout à fait. Autre sujet avec vous, Stéphane Ahinrosso. Laurent Mentoyon recouvre sa liberté après avoir purgé sa peine de 5 ans d'emprisonnement. Vous l'avez sans doute vu. Cette libération, quelle analyse donc elle vous inspire? Oui, moi je dirais que c'est un ouf de soulagement. Parce que qu'on le veuille ou non, on peut trouver des choses à dire sur la manière dont ce syndicaliste fait les choses. Mais il reste un homme de conviction. Un homme qui est toujours resté droit dans ses bottes. On ne veut pas revenir sur les conditions et les motifs, les raisons de son arrestation. Mais il a passé 5 ans. Il vient de sortir, il découvrira maintenant la vie après la prison.
5 ans, c'est vite passé, 10 ans, ça va vite passer, 20 ans passera vite. Le plus important, ce n'est pas ce qui nous arrive, c'est ce que nous faisons de ce qui nous arrive. Alors, donc, quelles sont les leçons qu'on peut tirer? Est-ce que pour être en paix, il faut se taire? Non, on n'a pas besoin de se taire pour être en paix. Parfois, la guerre est utile à la paix. Mais lorsque vous n'êtes pas sûr de la guerre que vous engagez ou que vous n'êtes pas sûr de gagner la guerre que vous engagez, il faut pouvoir adopter une position pacifique pour trouver d'autres contours. Toujours est-il que cette phase de sa vie est une phase qui n'aura pas été utile et il saura en tirer les leçons nécessaires. Le plus important, moi je pense qu'on veut toujours le voir dans cette posture, peut-être avec une certaine méthode. D'accord. On va parler sport pour finir avec le Mondial Qatar 2022. Globalement, comment appréciez-vous les prestations des équipes africaines? Oui, je pense que les équipes africaines, cette fois-ci, n'ont pas forcément comblé les attentes. Et ce n'est pas chose nouvelle. Toujours est-il que leur première sortie n'a pas été reluisante. Le Cameroun a essayé de se rattraper. Mais avec les équipes qui viennent, on se demande ce qui est sûr, les équipes africaines, quand on regarde le jeu... Le Sénégal s'est relancé. Hein, oui. Le Sénégal s'est relancé voilà, dans la compétition. Mais on verra bien ce que les autres matchs vont donner. Mais ce qu'on sent, c'est qu'au niveau des équipes africaines, il y a comme une organisation du jeu autour de certaines figures qui fait que quand ils ne sont pas là, le jeu a un souci. Ouais. Et si ce n'est pas au niveau des joueurs, c'est au niveau du coaching. Vous voyez, les schémas tactiques qui sont souvent faits, ça pose un problème. Et le rythme du football, quand vous voyez les autres, il y a une certaine forme d'inadéquation. Donc on va vraiment espérer que, même s'ils ne vont pas passer l'autre cap, qu'ils fassent quand même bonne presse. Est-ce que vous avez déjà une idée de l'équipe favorite pour le trophée? Bon, je pense que la France, par exemple, n'a pas assez de stars dans son équipe. Mais quand on voit son jeu, c'est quand même un jeu plus ou moins stable. Je pense pour la France, je pense pour l'Allemagne, pourquoi pas. L'Espagne aussi. L'Espagne aussi. Et l'Argentine. Moi, je chante de... Mon cœur bat pour ces quatre équipes-là. D'accord, sans oublier le Brésil également. Le Brésil également, bon. Stéphane Ahinrosso, rédacteur en chef du quotidien L'Autre Vision. Merci pour ce regard sur l'actualité. C'est moi. On se retrouve dans quelques semaines. Merci. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, voici notre artiste de la semaine. Si on tombe au pédiguio, et non l'eau quand c'est mis, on va ouais. Comment des souliers, pour t'attendre au pédiguio, et non l'eau quand c'est mis, on va ouais. Ouais, là, comment des souliers, si on tombe au pédiguio, et non l'eau quand c'est mis, on va ouais. Comment des souliers, pour t'attendre au pédiguio, et non l'eau quand c'est mis, on va ouais. Monsieur Afokofi Antoine, Mère Zakota, Kudo Tozawiwa, Kokudo Novi Kampibo. Mwinga Sisi, Kumenue, Ekonongo Siye, Togo Togo Chileo, Ilewe, Kadaro Home, Nochi Kami Galeo, Kinoji, Kanu, Kadaro Fi, Nochi Kimi Leton, Ikumi, Asue Mikao, Ikuno Kehando Biriji, Lono Posadi Ome, Abome Bibuleo, Kasi Sekue, Minondida, Tororo Tajao, Bokondo, Bofoche, Rua, Stanton, Unoke, Ambono Posadi O, Bome Bibuleo, Kasi Sekue, Minodu, Ajata Donuleo, Kasi Sekue, Minondida, Bono Bileo, Kasi Sekue, Minodu, Kiripe Bibuleo, Kasi Sekue, Minondida. Ikuno ke kanu biriji, lono kosaji ome,
Avalo de Da Format est notre artiste de la semaine. Il est avec nous sur le plateau du grand format de ce dimanche. Bonjour, bonne arrivée. Oui, bonsoir, le journaliste animateur. Alors, comment vous vous portez? Je rends grâce à Dieu. D'accord. Alors, vous êtes, on va dire, un héritier par genre musical de Stan Tauron. Vous l'habitez dans vos œuvres et dans votre style également. Alors, que représente l'homme pour vous? L'homme. Vraiment, l'homme, moi, je parle à la méchanceté et les bienfaits de l'homme. Alors, je dis, Stan Tauron, qu'est-ce qu'il représente pour vous? Donc, Stan Tauron, c'est un guide, un leader qui m'a tend la main de progresser son rythme, le Ching System. C'est pourquoi j'adore toujours son rythme Ching System. Parce qu'il m'a tout fait dedans quand même. Alors, au-delà de la musique, est-ce que vous avez des liens donc, de parenté avec lui ou bien je peux vous parler. Les gens vous disent que vous ressemblez justement à Stan Tauron. En réalité, c'est que c'est... Moi, je vais vous dire simplement que c'est l'affaire de Dieu. Parce que je peux parler... Ça peut être, on peut vous dire que c'est la familiarité, mais pourtant, c'est Dieu qui fait tout. Comment? Parce que le grand frère de Stan Tauron, il a épousé, il a marié l'un de la sœur de ma maman. Donc, en ce temps, ils ont resté ensemble. Mon papa, ma mère et eux tous quoi. Donc, ils ne sont pas de la famille. Hein. Comme ils ont déjà marié l'une de ma maman, ils ont déjà... C'est comme la familiarité, quoi. C'est pourquoi ensemble, ils ont resté ensemble. Donc, Stan, c'est vraiment... C'est Dieu qui va parler, moi et lui. Hein. C'est un... Je peux vous dire que... Nous vivons bon. Alors, et vous avez complètement adopté son style Vraiment, son style-là, c'est depuis ma jeunesse que j'ai adopté le style de Stan Tauron. Parce qu'il chante. Et moi, j'aime toutes ces chansons. C'était un modèle pour vous. Est-ce que c'est lui qui vous a inspiré donc, à commencer la musique? Du tout. Du tout. Même je ne l'ai pas resté là. Il a joué des maracas devant moi. Jamais. C'est que... Un beau jour, je suis là. Parce qu'au début, je suis dans la compagnie théâtrale. Je fais théâtre en 2006. Et en 2008, j'ai rentré dans la musique en Ching System. Comment? Parce que de quoi? C'est quelque chose qui va me pousser de rentrer dans quelque chose. Parce que, en ce temps-là, je fais tontine, qui s'appelle la Dogbé. Et je donne de l'argent à les bonnes femmes. En plus, les vivres. Et l'année est arrivée, j'ai partagé leurs sous. Et maintenant, ils ont dit que le vieux là ne nous a pas du tout donné les vivres. Hein. Je dis que c'est toujours qu'on fait comme un commerce et on trouve du bénéfice. Qu'en cette année-là, que je ne vais pas trouver des sous pour vous donner des vivres. C'est fini. Hein. Les bonnes dames commencent par dire que le papa là, ce vieux là, il nous a... Il ne nous a pas donné de nourriture. Je dis que toi, tu ne manges pas dans ta maison. Là où je suis maintenant, j'ai déjà partagé tous vos sous. Ils ont dit que, il va me publier. Moi, je dis que, moi, je fais théâtre en vain. Si vous m'aviez publié, moi, je vais commencer par chanter. Tout le monde va savoir ce que nous, les hommes, nous sommes. C'est pourquoi j'ai rentré dans la musique et j'ai dit, Betoho, c'est ça qui est Betoho. On va suivre un extrait de Betoho et on revient sur ce plateau. C'est ça, merci.
domaine Tokudo. Écoute-moi ça. Gbettoro de Dafoma qui est avec nous sur le plateau du grand format de ce dimanche, c'est notre artiste de la semaine. Alors vous avez choisi le Tcheng System de Toron Stan pour produire vos chansons. Est-ce que vous avez apporté une touche personnelle à ce rythme? Non, du tout, pas du tout. Uniquement, c'est ce rythme-là que j'aime jouer, jusqu'à présent. D'accord, il n'y a pas de Dafoma? Non. D'accord. Alors, dans vos chansons, vous parlez très souvent de la méchanceté de l'homme, également le bon côté. Oui, c'est bien fait, oui. De l'homme. Est-ce que vous avez été peut-être victime de la méchanceté de l'homme dans votre carrière? Ah, vraiment, ça c'est vrai ce que vous m'aviez dit. Hein, parce que dans ma carrière, pourquoi j'ai été victime? Jusqu'à présent, maintenant, c'est moi-même qui finance toutes mes carrières. Vous n'avez pas de soutien? Je n'ai pas du tout. Depuis, je n'ai pas de producteur, ni parrainage, ni rien. J'ai fait des demandes au FAC plus de 8 fois. Je n'ai rien trouvé jusqu'à aujourd'hui. C'est moi-même qui finance mes carrières. Est-ce que vous êtes sûr que votre demande là parvient vraiment? Je te dis les 8, si parce que tu as déposé aujourd'hui, on te remet un copie. Tout est là maintenant. Je n'ai rien trouvé jusqu'à aujourd'hui. Et comment vous arrivez à faire le produit? Comme moi-même, j'ai mes activités. J'ai, d'autres activités, quoi. Et je fais, si je trouve un peu, je mets dedans. Je mets dedans. Et parce que, comme c'est dans le sang, et en vrai, c'est la passion. Donc, je vois que, comment je vais faire. Voilà que je me suis déjà rentré dedans. Qu'est-ce que je peux faire? Je suis obligé à faire. Sinon, je n'ai rien gagné comme, finance dans chose-là. Hein. Dans FAC ou bien dans NED, rien. Jusqu'à aujourd'hui. Certainement que ça va changer. Donc, ceux qui vous écoutent vont sans doute vous soutenir dans vos prochaines œuvres. Alors, Gbettoro parle de quoi? C'est ça. Gbettoro parle aussi toujours de la méchanceté de l'homme. Comment? Au moins, si tu as fait du bien à quelqu'un, il faut qu'il te reconnaisse ça. Parce que avant, je fais bien les gens, je fais des biens aux gens. Mais pourtant, ils ne me connaissent pas toujours. Comment dire? Nous les faisons dire à l'Ogoudopé. Je prends toujours à l'Ogoudopé. Au début, comme ils sont bien, ils mangent bien, on n'entend rien. Mais comme le mal est arrivé, ils sont tous partis, hein, jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est pourquoi je vois que l'homme est bon, mais encore, nous sommes mauvais. Donc c'est ça qui est dans Gbettoro. Oui, c'est ça qui est dedans. D'accord. Vous faites la promotion de la culture, vous révélez tout ce qu'il y a comme potentialité au Bénin à travers vos chansons. Est-ce que vous avez déjà eu des collaborations avec d'autres artistes béninois? Est-ce que vous êtes disposé à collaborer avec d'autres artistes béninois? Est-ce que vous avez de préférence des artistes avec qui vous souhaitez collaborer? Est-ce que c'est Nicanor? Est-ce que c'est Simé? Est-ce que c'est Fatih? Est-ce que c'est Vano? Avec qui vous voulez collaborer? Non, j'aime vraiment à collaborer avec les artistes. Donc, vous êtes en train de parler maintenant. Ah, vous les aimez tous? Tous, hein, même Nicanor, Vano et autres là, je les aime. Sessimé, Guédou et autres là, je les aime tous. C'est d'amis, tout. Je les aime. Mais je n'ai pas du tout à les collaborer quand même. Est-ce que vous avez fait les démarches? Il faut peut-être chanter en feat avec
Non, si j'ai trouvé l'occasion, je suis obligé. On prend le rap avec le Tching System, on fait le mélange, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que vous n'avez pas initié des trucs comme ça? C'est vrai ce que vous avez dit, mais je n'ai pas du tout l'intention. Maintenant, c'est en quittant maintenant que je vais faire. D'accord. Il faut faire parce que votre chanson... Alors, il y a un autre morceau, C'est ouais non. C'est ouais non, non, oui. C'est le dernier qui est en promotion actuellement. Et en promotion maintenant, actuellement. D'accord. On va suivre ça et puis on revient. Merci. Kota Tching System Adodo Kota Fosu Tonton Pum Allo nous c'est nous jele les non pas chanye c'est we non me c'est bolisa non kugan lo kwasan mo beton no wedo weketia. C'est ouais, non, mais c'est donc de ta format notre artiste de la semaine. Alors, ce titre, ça veut dire quoi? Ce titre-là, c'est ouais, non, mais oui. Je vais vous expliquer un peu ça en fond. Pourquoi je dis ça? C'est ouais, non, mais ça veut dire que dès le coup, tout est bien en ablo. Maounawe Rabonana de Homebunawa papa ana Jihan. Parce que moi ne sais pas que il y en a Jihan et tout. Voilà que les Wawabo Zemi de Bombo, Bioham, Antitia et nous dromenu. N'y web Tommy quoi, bon bien mec Bombo, Kakaton Fiegbe, et non pas rien des sous. Donc, Maoué Dadji et dans Wedablo, c'est le destin. Et donc, on a blonde, on a pour soi, on a bleu. Alors, vous envisagez faire la promotion de Tching System donc partout dans le monde. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez les moyens de le faire? Hey, vraiment, ça me plaît de faire la promotion en Tching partout dans le monde entier. Et je n'ai pas du tout les moyens. C'est que comment je vais faire? Le peu que moi-même j'en possède que je mets dedans. Est-ce que vous n'avez pas, il faut chercher des sponsors, de soutien, tous ceux qui aiment le Tching System pourront vous soutenir dans cette initiative. Oui, c'est vrai ce que vous avez dit. Voilà que j'ai commencé, j'ai imaginé et j'ai commencé par organiser un festival en Tching et j'ai Tching Attitude. Depuis 7 ans maintenant, je fais les spots, je dis que je cherche des parrainages, je cherche des sponsors. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai rien trouvé. C'est moi-même qui finance tout, mais comment dirais-je? Le festival, c'est quoi? Quels sont les objectifs? Qu'est-ce que vous faites au cours de ce festival? Oui, au cours de ce festival-là, c'est que je fais des concours à les gens qui aiment à jouer le Tching System. Maintenant, c'est la deuxième édition qui est en cours maintenant. Ça va être pour quand? Pour le 10 décembre. Le samedi 10 décembre. Oui. Jusqu'à présent, comment dirais-je, les candidats arrivent. Mais de trouver sponsor, de trouver en aide, rien. C'est moi seul qui fais. Comme moi, j'aime déjà rentrer dans, comment dirais-je, dans Tchinka, je dis que moi, je vais faire ma promotion quand même dans tout le monde entier. C'est pourquoi moi, j'aime.
Et je ne peux rien dire à quelqu'un. Si il aime, effectivement, il peut me parrainer, me sponsoriser quand même. D'accord. Alors, vous avez des projets, des morceaux en attente. Est-ce qu'il y a un album qui se prépare? Ah, même beaucoup. Là où je suis maintenant, les albums sont nombreux. Hein. Ah oui. Sont nombreux. Mais, vous avez vu, pour faire clip là, ce n'est pas amusant. Hein. Voilà que tu n'as pas soutien. Donc, si c'est les morceaux, j'ai plus de 90 morceaux là où je suis. Hein. Mais le fait de faire les... Alors, est-ce que c'est parce que vous avez préféré faire de la musique traditionnelle, le seul système, que vous n'avez pas de soutien? J'ai préféré faire la musique en Ching système. C'est que je n'ai pas le soutien. Je vous ai dit que c'est moi-même qui... Comment dire, qui fait l'effort. D'accord. L'album, probablement, c'est à quel niveau? Est-ce que tout est déjà prêt? L'album, comment dire, de scène en gamme là, il reste 2 clips que je vais faire et ça va atteindre les 7 morceaux. Parce que c'est 8 qui est audio et 7 est, comment dirais-je, en visuel. Okay. Oui. En dehors de ça, vous avez d'autres projets vous avez d'autres projets également? En dehors de l'album là, vous n'avez pas de concert, de contact et tout avec vos fans? Fans que j'ai. Moi, je cherche seulement des soutiens. Pourquoi je dis ça? Parce que j'aime valoriser la tradition, surtout en Ching système. C'est ça. Oui, voilà que je n'ai pas de soutien. Non, le soutien va arriver sans doute. Vous savez, quand vous travaillez, vous faites bien, il y a certainement quelque chose, il y a certainement quelqu'un qui va vous apporter son soutien, nous y croyons. Alors, nous allons finir avec ce que vous pouvez nous proposer. C'est ça. Une chanson. Allez-y. Ah, ici, non, il n'y a pas de problème. Da fumando gota che wele, e wele gota che wele, goche nawa tele kana trua lona gon be majala numia, agwe undo bewe unwajala numie, enanche numi lili dagbe lohe journalistu kana trua mele minetoy enanchenu mie bomino yi omima zizale botodo mitole yenondo mimoe lo no mondo meno honu le nkoton le enanchenu mie mikuna wa odoko edo fie o. Merci. Alors, on dirait que c'est Stanton. Da Foma, c'était notre artiste de la semaine qui nous a fait l'amitié d'être avec nous sur le plateau du Grand Format. Merci beaucoup et bonne chance à vous. Merci. Merci. Grand journaliste. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que s'arrête l'aventure Grand Format de ce dimanche 27 novembre 2022. Merci à vous qui nous suivez depuis Paubert. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. On se retrouve dimanche prochain pour vous servir avec le même plaisir. Au revoir.